Bonjour, je suis le docteur Anthony Lévy, hématologue et chef de service en oncologie et en hématologie de l'hôpital de Vichy. Et il y a 2 jours, à l'EHA de cette année, ont été présentées les recommandations EMN-EHA concernant le diagnostic, la prise en charge thérapeutique en première ligne en rechute, mais aussi le suivi des patients atteints d'un myélome multiple. Ce qu'on peut noter dans la partie diagnostic, c'est qu'il n'y a plus de nécessité de prendre les urines dès 24 heures pour les patients pour le suivi ou pour l'obtention du niveau de réponse. Il reste pourtant hautement recommandé au diagnostic et à la rechute afin de ne pas méprendre certaines maladies associées. Concernant la prise en charge thérapeutique, en première ligne, on sépare les patients éligibles à l'autogreffe des patients non éligibles à l'autogreffe. Pour les patients éligibles à l'autogreffe, il y a 4 ACC qui sont recommandés, soit de daratumumab ou d'isatuximab associés au Velcade, au Revlimid et à dexamethasone, associés par la suite avec une autogreffe, puis 2 cycles de consolidation minimum avec le même régime qu'à l'induction, puis une maintenance qui peut être soit par Revlimid en monothérapie, soit par daratumumab et Revlimid, donc avec le même niveau de preuve. Il y a par la suite les patients qui sont non éligibles à l'autogreffe. Pour les patients non éligibles à l'autogreffe, au niveau des recommandations, il est hautement il faut privilégier. Pour les patients non éligibles à l'autogreffe, il est hautement recommandé pour les patients plus jeunes et fit de pouvoir utiliser une quadruplette associant soit l'isatuximab ou le daratumumab, associé au Velcade, Revlimid et dexamethasone. Pour les patients un peu plus fragiles ou pour les patients un peu plus âgés, on utilisera plutôt une combinaison triple de type daratumumab, Revlimid, dexamethasone, où on tente le plus tôt possible, éventuellement dès le 3e cycle, d'arrêter la dexamethasone, comme le propose le protocole IFM 2017-03 mené par le professeur Salomon Magnier. Concernant la rechute, les choses sont un peu plus complexes parce qu'elles dépendent beaucoup du côté réfractaire des patients. S'ils sont réfractaires à un anti-CD38 et ou au lénaludomide et ou un inhibiteur du protéasome. Je pense que ce qu'il faut retenir pour essayer de résumer, c'est qu'un patient qui n'a pas eu d'anti-CD38 en première ligne ou qui a été exposé mais qui n'est pas réfractaire doit en avoir dès la première rechute. On peut associer soit avec le Revlimid s'il n'est pas réfractaire, soit avec le carfilzomib s'il est moins sensible au Revlimid. On voit aussi dans ces recommandations qu'il y a le belantamab mafodotin, qui est un anticorps conjugué anti-BCMA, qui arrive en force dans ces recommandations avec 2 types d'associations, avec le pomalidomide, comme dans l'essai DREAM8, ou avec le Velcade, comme dans l'essai DREAM7, type de thérapie qu'on peut utiliser pour les patients notamment qui sont par exemple réfractaires à un anti-CD38 et réfractaires au lénaludomide. Arrive aussi dans ces recommandations la possibilité d'utiliser le cilta-cel sous réserve de sa disponibilité, car on sait très bien que malheureusement il n'est disponible que dans certains pays comme en Allemagne par exemple. En France, nous ne pouvons pas l'utiliser. Pour les patients qui sont en rechute plus tardive, les choses sont un peu plus simples étant donné qu'en général ils sont réfractaires au lénaludomide, à un anti-CD38 et un inhibiteur de protéasome. Pour ça, il y a 3 options. Soit on a un essai clinique et on essaye bien sûr d'en faire bénéficier notre patient, soit on fait une thérapie ciblée contre l'anti-BCMA et là on a 2 choix, soit un carticelle anti-BCMA, soit un bispécifique anti-BCMA, soit une thérapie ciblant le GPRC5D avec un carticelle que malheureusement on ne peut pas utiliser actuellement dans notre pratique quotidienne, soit un bispécifique anti-GPRC5D qui est le talquetamab qu'on peut utiliser que dans certains pays européens comme l'Allemagne, mais pas en France. Cependant, pour nos patients qui sont triple exposés, pour nos patients qui sont aussi exposés et qui sont réfractaires à un anti-BCMA par exemple ou une nouvelle thérapie anti-GPRC5D, nous avons un problème pour ces patients parce qu'on va avoir un pronostic qui est très très mauvais et on a besoin d'une nouvelle drogue, il y a un besoin médical qui est non couvert actuellement. Et aujourd'hui, à l'EHA, ont été émises les premiers résultats du premier anticorps trispécifique, donc élaboré par Janssen, qui est le JNJ 5322, qui est un anticorps trispécifique anti-GPRC5D, anti-BCMA et anti-CD3. Il s'agissait d'un essai de phase 1 pour des patients dès la première rechute, mais qui étaient triple classe exposés. Parmi ces patients, ils étaient tous réfractaires au lénaludomide, tous réfractaires à l'anti-CD38, mais ils étaient 50%, un peu plus de 50% à être triple réfractaires. Il y avait à peu près 27% de haut risque cytogénétique et 8% des patients présentaient au moins une localisation extramédulaire.
Dans la première partie, il fallait surtout retrouver la dose optimale recommandée. Cette dose optimale recommandée qu'on appelle la dose RP2D est la dose donc de 200 mg toutes les 4 semaines après une prédose de 5 mg. Au niveau efficacité, il y avait une cohorte de patients qui étaient complètement naïfs en anti-BCMA ou naïfs en anti-GPRC5D. Et dans cette cohorte-là, en termes de réponse globale, 100% des patients avaient une réponse globale, donc plus de 70% des patients qui avaient une réponse complète ou plus. Pour les patients qui étaient déjà exposés à un anti-BCMA ou déjà exposés à un anti-GPRC5D, ce taux de réponse globale était inférieur à peu près 55%, dont environ 30% de réponses complètes ou plus. Au niveau de la PFS, on a des données préliminaires parce qu'on a actuellement un suivi de 12 mois. Et sur ce suivi de 12 mois, pour la cohorte des patients qui étaient naïfs en anti-BCMA et naïfs en anti-GPRC5D, la PFS était de 95% pour ces patients à 12 mois. Malheureusement, on n'a pas encore de données concernant les patients qui étaient naïfs en anti-BCMA. Et les taux de PFS que je donne, c'est seulement pour la cohorte de patients qui étaient à la dose recommandée par la RP2D. En termes de tolérance, ce qu'on peut voir au niveau hématologique, c'est que l'effet le plus fréquent était la neutropénie à peu près de 40%, donc 30% de neutropénie de grade 3-4. Il y avait les CRS, bien sûr, bien connus avec ce type de thérapie, 50%, mais aucun de grade 3-4. Il y avait une cohorte de patients qui avaient eu de tocilizumab en prophylactique, qui, eux, avaient donc 20% de CRS et bien sûr aucun de grade 3-4. Les infections étaient à peu près à 80%, dont au moins 40% d'infections de grade 3-4. Il y avait aussi à peu près 30% de diarrhée, un taux de grade 3-4 qui était très faible. Et bien sûr, une toxicité cutanée qu'on connaît très bien avec les anti-GPRC5D, qui était à peu près de 60%, qu'il s'agisse de la dysgeusie ou qu'il s'agisse des toxicités cutanées, que ce soit au niveau de la peau ou même au niveau de la toxicité inguinale. Parmi donc, les patients qui sont dans cette cohorte, donc RP2D à 1 an, aucun n'a progressé, seulement un a dû arrêter le traitement sur un décès en lien avec donc une toxicité fatale sur une infection, une pneumonie, alors qu'il était en VGPR. Donc pour moi, ces données sont très encourageantes, c'est-à-dire qu'elles sont un peu précoces pour ce type de patients justement pour lesquels on n'a aucune alternative et bien sûr nécessiterait d'être consolidées avec des données plus matures sur le temps notamment.